Bonsoir tout le monde, on est en ligne et on est enfin dans les nouveaux studios. Alors, je vais le dire très vite, c'est vraiment le début. Vous voyez, on est en déménagement, tout n'est pas encore complet, mais il y a quand même eu un travail énorme de la part de l'équipe technique, en particulier Christophe et Yazid qui ont consacré leur week-end à faire tous les déplacements de caméras, de fils, qui ont fait quelques travaux là pour les lumières, qui ont mis les caméras. Donc, c'est en processus, là, c'est en travail. Mais en tout cas, on est bien installé et c'est la première dans les nouveaux studios. Ouais, merci à eux, hein, vraiment. Ouais, ils sont là. Hein. Ouais. T'as posé quoi, toi, Youssef? T'as posé ça, là? Le drapeau de la Palestine. T'es beau derrière le drapeau, d'ailleurs, j'avais pas vu. T'es bien placé? Ouais. J'avais même pas vu qu'il était là. Mais en tout cas, on est bien. Rien fait, moi. On est bien ici, quand même. C'est bien, il fait chaud, hein. Ouais, il faudra qu'on mette un ventilateur pour l'été. Et pour commencer, il va y avoir plusieurs sujets. On a décidé de faire une grosse émission de la perme et on va commencer avec l'actualité chaude du moment qui est la Kanaki. Et pour parler de la situation en Kanaki, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Roch Aokas. Vous êtes vice-président de l'USTKE, qui est l'Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités. C'est bien ça. Et aussi, vous êtes responsable du parti travailliste de Kanaki. C'est ça. C'est ça. Et à côté de vous, il y a Romuald Pidgeot. Vous me dites si je dis mal le nom. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'Union calédonienne et vous êtes aussi membre du FLNKS, qui est le Front de libération nationale kanak et socialiste. Et il y avait aussi normalement Mina Kerfi, qui est représentante de l'USTKE, mais qui là est en réunion. Donc peut-être qu'elle va nous rejoindre. Et enfin, j'ai, comme toujours, à mes côtés, Youssef Boussouma. Un insigne honneur pour moi. Voilà. Alors, ça fait une semaine là que, on va dire, les révoltes ont débuté. Ça occupe vraiment l'actualité parce qu'on a l'impression que la situation est très très grave là-bas. Certains parlent de guerre civile. On est déjà officiellement à 6 morts, il me semble, là-bas, avec 4 civils et 2 gendarmes et des centaines de blessés. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation là-bas? Comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi grave qu'on l'imagine? Et est-ce que vous avez des retours ou c'est difficile d'avoir des informations? Alors, c'est très grave ce qui se passe là-bas. Je me rappelle, c'est un déjà-vu hein, qu'on est en train de vivre. Il y a une guerre civile il y a près de 40 ans en Nouvelle-Calédonie qui avait fait déjà 90 morts. Donc, ce qu'on vit, on l'a déjà vécu parce que les erreurs qui ont été faites dans les années 80, elles ont été reproduites par le gouvernement actuel, le gouvernement du président Macron. Donc après, on pourra revenir peut-être sur comment on en est arrivé là, mais si vous voulez, oui, aujourd'hui, c'est compliqué. Les gens vivent dans la peur. Beaucoup de commerces ont été détruits. On a des jeunes Kanaks qui manifestaient pacifiquement sur les ronds-points, qui sont la cible de milices blanches avec des armes lourdes, des armes de guerre. On se pose justement la question d'où viennent ces armes. Donc, c'est la psychose. La population est en tension. Voilà. Donc, nous, c'est un peu les informations qu'on a de Nouméa. Et de là où on est, on essaye de calmer les choses. C'est notre objectif premier aujourd'hui. Vous voulez ajouter quelque chose sur la description de la situation ? Oui, c'est une situation qui est prévisible, quelque part. D'où le travail qu'on a fait pendant une semaine avant le vote. Le vote pour le projet de loi constitutionnelle pour le dégel du corps électoral local. On avait fait le tour pour informer l'ensemble des députés des différents groupes que la situation locale risque d'exploser, quoi. Ouais, vous aviez prévenu. Voilà, donc il y avait déjà des signes avant-coureurs, mais on va dire que ces signes-là, ils sont aussi prévisibles parce qu'on est à la fin d'un processus de passage en force de l'État sur le dernier référendum. On est dans le bilan des accords, hein, la situation sociale en particulier, les inégalités sociales qui sont grandissantes, hein. Et puis, à côté de ça, il y a une population qui est en attente d'une sortie positive de l'accord de Nouméa. Et sachant qu'il y avait déjà le vivre ensemble, en fait, qui
qui était déjà existant entre les différentes communautés qui vivent sur l'île. Il faut rappeler à chaque fois l'histoire, et souvent on le rappelle très souvent, que notre projet de société, c'est un projet avec tout le monde. Donc centré sur la civilisation kanak, parce que c'est une civilisation existante et millénaire, et qu'il entend construire un nouveau pays avec un autre modèle, proche de l'Océanie que de l'Occident, quoi. Donc le problème qu'on a, c'est que c'est une gestion de 30 années, un copier-coller du modèle occidental. Et du coup, il y a une population qui est marginalisée et qui se retrouve maintenant devant les barricades à défendre leur famille, quoi. Bah, justement, j'allais demander là, à la suite, c'était qu'est-ce qui a amené un tel déclenchement de colère? Alors, beaucoup parlent du projet de dégel du corps électoral. Vous allez, si vous pouvez aussi expliquer ce que c'est ça. Mais pour vous, c'est plus profond que ça. C'est peut-être juste ce qui a amené... c'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et après... Poursuit. Et la solution, elle doit être la décolonisation du pays. Mais alors, l'accession à la pleine souveraineté. Justement, je reprends la question de Wissam. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que, en gros, bon, sans vouloir faire un grand rappel, mais dans les années, j'allais dire les années 40, dans les années, tout de même pas, dans les années 80, il y avait eu ces accords de Matignon, ensuite les accords de Nouméa. Qu'est-ce que ça disait? Pourquoi à l'époque comment les responsables kanak avaient signé? Jean-Marie Djibaou, qui est mort depuis, Loi Machoro aurait été opposé à cela. Bon, il est mort avant, hein, mais puisqu'il était de ton parti, de l'Union calédonienne, Éloi Machoro, hein, qui a été assassiné, rappelons-le, en 85, hein, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle était la teneur vraiment des accords de Matignon des années 80? Parce qu'on voyait bien que ces accords Matignon de 80, juste pour rappeler un petit peu, c'était en fait un accord qui gelait la situation. On se rappelle que dans les années 80, il y avait eu toute une effervescence en Kanaki, le lancement d'un mouvement révolutionnaire. Il faut dire les choses comme elles sont, un véritable mouvement révolutionnaire soutenu par la population. Et le gouvernement français de l'époque, Rocard, président Mitterrand, avait conclu ces accords Matignon, et ensuite il y aura eu d'autres accords. Hein. Mais alors, quelle était en gros la teneur de ces accords Matignon et qu'est-ce qui escomptait le peuple kanak à travers ces accords, et comment le gouvernement français a géré cette situation? Bon, de façon un petit peu générale, sans vouloir revenir, parce qu'il y a une antériorité. La situation d'aujourd'hui n'a pas abouti comme cela. Pour les gens, on a l'impression, en regardant les informations, que tout d'un coup, il y a de la violence là-bas, mais... Alors, en gros... En fait, l'accord de 88, elle fait suite à une période de troubles ou d'événements, mais c'est une opposition par rapport à la colonisation, parce qu'en fait, il ne faut pas que la problématique de la Nouvelle-Calédonie, c'est pas que des heurts, c'est une question de décolonisation du pays. Et les colonisés ont toujours cherché à se libérer du jeu colonial. Les événements de 84, il a démarré par une proposition d'un statut, donc le moine, avec un référendum 89, mais pour ouvrir le corps électoral. Donc de là aussi, il a démarré les événements, comme on dit là-bas. Tout à fait. Alors, tout le monde. En fait, la question électorale chez nous, c'est une question sensible. En 83, les mouvances indépendantistes ont reconnu à Naville-les-Roches, pas loin d'ici, que tout le monde qui était là, on va dire les victimes de l'histoire, ont les mêmes droits que nous. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui a été acté et qu'on ne touche pas même jusqu'à aujourd'hui. 84, quand il y a la proposition pour un référendum en 89, c'est de réouvrir davantage encore. C'est ça. Donc ça s'est opposé. Et la signature de l'accord Matignon, il fait suite à des périodes très très difficiles, avec la mort des 19 Touvéa. Et puis, voilà, réunion qu'on appelle ça, mission de dialogue avec Rocard, rencontre des différents partis, les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État français, pour signer un accord, avec un autre corps électoral. Prévoyez 10 ans, avec un référendum normalement en 98. Il faut savoir que l'accord de Matignon a été validé par la population française parce qu'elle était soumise à un référendum national. Ouais. Donc, toujours avoir dans la tête, à l'idée, à l'esprit, que c'est un mouvement de décolonisation, de libération. Ce n'est pas un mouvement qui exclut les autres. Oui, bien sûr. Donc, on a consulté la population française aussi déjà à ce moment-là. Et on a reconnu pendant cette période les victimes de l'histoire. Un nouveau corps électoral en 88,
un nouveau corps électoral en 98, qui n'a pas eu lieu. Il y a des négociations auparavant par rapport à la gestion du nickel et des richesses. Et là, on part sur un accord de décolonisation avec le transfert des compétences. Petit à petit, on a des compétences qui sont revenues aux institutions locales. D'accord. Donc, avec un gouvernement local, un congrès local pour des lois qui restent dans le cadre de l'accord de Nouméa. Et nous resterons à la fin de l'accord, avant les référendums, que les compétences dites régaliennes. Donc, beaucoup de compétences ont été transférées. Quelques compétences sont restées au niveau de l'État français. On va parler de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'audiovisuel. Mais normalement, c'est un process qui se met en place et de permettre le pays d'accéder à la pleine souveraineté via les 3 référendums. D'accord. Sauf que le 3e référendum a eu lieu à la sortie d'un Covid et que la mouvance indépendantiste et même les coutumiers ont demandé à ce qu'on reporte d'1 an pour nous permettre à la fois de faire le deuil et de nous permettre aussi de faire campagne. Voilà. Et c'est ce que le gouvernement français A refusé. a refusé. Voilà. Et c'est là un petit peu le... Oui. Il y a ça, et pourquoi c'est un enjeu le dégel du corps électoral? Pourquoi ça énerve tant les Kanaks, ce projet de loi? Ça énerve parce que, comme le disait Roch, l'accord de Nouméa, c'est un accord de décolonisation. Or, quand l'État nous dit qu'il va dégeler le corps électoral pour permettre l'immigration massive des métropolitains vers la Nouvelle-Calédonie, donc indirectement une prise de pouvoir par ces gens-là sur notre territoire, c'est de la recolonisation. Donc, on est totalement à contre-courant de ce qui a été fait pour les accords de Matignon en 88, pour les accords de Nouméa en 98. Donc, Roch, il a détaillé un peu ce qui a été conclu par toutes les parties prenantes. Mais moi, j'ai envie de dire, pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est la défaillance du gouvernement. Pour rappel, la Nouvelle-Calédonie, donc il y a une prise de possession, 1853. Les colons sont arrivés, ils ont imposé leur modèle, ils nous ont chassés de nos terres pour nous parquer dans des tribus. Donc, ils ont toujours fait les choses par la force. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'État a imposé leur volonté par la force? Il y a eu des révoltes. La révolte d'Ataï, qui a fait près de 1500 morts. La révolte du chef Noël, qui a fait 300 morts. Et on a les événements de 88, 90 morts. Donc là, l'État a décidé de changer son logiciel. Donc, qu'est-ce qui s'est dit? C'est qu'il faudrait peut-être arrêter d'imposer et de faire les choses par la force. Donc, la méthode de l'État, ça a été de faire les choses par consensus et impartialité. Consensus parce qu'il fallait que tout le monde soit d'accord pour ce qu'on va décider pour l'organisation de la Nouvelle-Calédonie, et impartialité parce que l'État ne devait plus prendre parti pour tel ou tel camp. Ce que les indépendantistes accusaient l'État d'être dans le camp des non-indépendantistes. Sur cette base-là, on a pu construire 45 ans de paix, de 88 à 2024. Et le gouvernement actuel a rompu avec ces 2 choses fondamentales, l'impartialité et le consensus. Donc, l'État a décidé de repasser en force, d'imposer sa volonté, qui est aussi la volonté des non-indépendantistes. Et le peuple n'a pas accepté. N'a pas accepté. Et justement, sur ces révoltes, c'est quoi vos positions par rapport à ces révoltes? Parce que on vous accuse notamment d'avoir enclenché ces révoltes et ce niveau de violence, mais en même temps, vous appelez au calme. C'est quoi? Vous comprenez la colère, mais vous pensez que ce n'est pas les bons moyens de faire? Comme on disait tout à l'heure, c'est un soulèvement populaire. Ça, le CCAT n'a pas appelé à casser, etc. C'est un soulèvement populaire. Et c'est un ras-le-bol de ce passage en France. CCAT, c'est la cellule de coordination d'action de terrain, avec une présence de beaucoup de mouvances indépendantistes qui sont à l'intérieur, qui a été mise en place depuis novembre 2023 pour informer, sensibiliser sur le risque qu'on a avec ce projet de loi sur le dégel des corps électoraux, le projet de loi constitutionnel. Donc, du coup, j'ai oublié le fil de mon idée, j'ai même oublié la question. Vous appelez au calme, enfin, entre guillemets. Tout à fait.
tout à fait. Là, on est en train de tirer sur nos enfants comme des lapins. Donc, ça, c'est clair que même en face de nous, on dit OK, il faut qu'il y ait le calme pour pouvoir discuter. Même ça, c'est clair, c'est une évidence. Mais il faut aussi considérer la question politique. Pourquoi on en est arrivé là? Donc, et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Pour précisément la question. C'était quelles sont vos positions par rapport aux révoltes? Oui. Et on vous accusait d'être les initiateurs de ces violences. Si vous voulez, le corps électoral, donc nous, qu'est-ce qu'on dit, c'est que pour construire une nation, il faut 3 choses. Il faut une population, un territoire et une gouvernance. Donc, la vocation de la Nouvelle-Calédonie, c'est de construire une nation. Dans les discussions qu'il y a eu, on a toujours dit qui doit être le peuple de Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'on a défini en 1998. Donc, nous, on a toujours dit c'est aux Calédoniens de décider, pas à l'État. Donc, il y a eu des discussions. On n'a pas réussi à s'aligner. Et l'État a décidé unilatéralement d'imposer le dégel du corps électoral. Ça, c'était au mois de décembre. À partir de là, les partis indépendantistes se sont réunis autour de la cellule de coordination d'action terrain. Justement pour faire les mobilisations. Donc, depuis 6 mois, il y a des mobilisations pacifiques déclarées auprès des services de l'État. En novembre, on était 3000. En fin mars, on était 15 000 à Nouméa. Et le 13 avril, ce qu'on nous on qualifie de jour historique, on était près de 60 000 à Nouméa. Donc, il y avait vraiment il y a une mobilisation. Preuve du peuple pour dire qu'on était farouchement opposé à ce corps électoral, ce dégel. Qu'est-ce qu'on a eu en retour? L'ignorance et le mépris du gouvernement en imposant quand même ce dégel. Donc, nous, on est arrivé il y a 2 semaines justement pour prévenir les députés à l'Assemblée nationale. On leur a dit, faites attention, les gens ils sont fatigués, ça fait 6 mois qu'ils marchent, ça fait 6 mois qu'ils se mobilisent. Ils ont l'impression qu'on se moque d'eux. On n'en a pas entendu parler. En métropole, on n'en a pas entendu parler du tout. Oui, je vois dans le chat, on n'en a quasiment pas entendu parler. On ne savait même pas qu'il y avait des mobilisations depuis 6 mois. Non, pas du tout. Et c'est quand même une défaillance des médias nationaux. Donc, si vous voulez, nous, on a senti lors des mobilisations que ça commençait à devenir difficile de retenir les gens. Les gens voyaient que la méthode pacifique, elle n'amenait à rien. Et c'est là que ça a éclaté. Mais si vous voulez, les premières mobilisations, les 13 et 14 mai, lundi et mardi, elles ont été pacifiques. Mais par contre, on a eu des gens qui sont venus avec des fusils pour tirer sur nos champs. Oui, parce que vous dites que c'est pas... Parce que quand on entend aussi les médias, on a l'impression qu'en fait, c'est les Kanaks qui, dès le départ, ont été dans les actions violentes. Et en tout cas, c'est tout. Vous dites qu'au départ, ça a été pacifique et qu'il y a une réaction violente de l'autre côté, c'est ça? Si vous voulez, il y a eu des dégradations matérielles. Oui. De commerce, de comme il arrive publics, en France dans les manifestations. Mais après, ceux qui ont sorti les armes, c'est pas nous, c'est les milices blanches racistes. Bon, là-dessus, c'est les milices. Oui. Alors, première question, est-ce que vous avez rencontré des gens à l'Assemblée, non? Finalement, qui vous avez rencontré? Différents groupes, quasiment tous les groupes. Ouais. Différents groupes du Congrès ou de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale. Ah oui. On a rencontré les différents groupes pour expliquer notre position, puis le risque de colère de ce qui va se passer. Et quelle était leur réponse, leur réaction? Ça s'est vu au niveau des votes. Il y en a qui sont dans notre sens, qui comprennent. Il y en a qui sont bien soutenus. Donc, on remercie beaucoup les députés, surtout les députés de l'Outre-mer, qui nous ont bien soutenus, bien expliqués. Et les députés de gauche, principalement. Ouais. LFI, tout ça, jusqu'au PS. Et après, tout ce qui est de droite, voilà, quoi, les résultats sont visibles au niveau de l'Assemblée nationale, quoi. Donc, non, on leur a exposé, on leur a dit les risques, principalement aux parlementaires du centre et de la droite. Roch l'a dit, ils ne nous ont pas cru. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il
Ces gens-là ont été trompés par le ministre de l'Intérieur, qui leur a donné une description complètement erronée de ce qui était la Nouvelle-Calédonie. Donc, il a dit non, ça se passera bien. Et il a même dit qu'on était d'accord. Donc, c'est bizarre. On est d'accord, mais il y a tous ces problèmes. Donc, c'est complètement contradictoire. Ouais. Donc, ces gens-là, les sénateurs d'abord et ensuite les députés ont été trompés par le ministre de l'Intérieur qui s'est allié aux non-indépendantistes. Bien Donc, sûr. Dès là, c'était pas possible. Il est pas, c'est pas le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer aussi, c'est Si, pas c'est ça le ministre de l'Intérieur et des Bah oui, Outre-mer. oui, oui. oui, D'accord. L'outre-mer. J'ai pas rajouté Outre-mer. Oui, il s'appelle l'outre-mer et voilà, c'est Et- l'outre-cuidant. Ouais. T'avais une autre question, non? Alors, l'autre question, non, enfin, c'est juste par rapport à des termes peut-être que les gens ne comprennent pas, ce que ça veut dire que le mot dégel. Parce que dégel, c'est un mot qui peut paraître sympathique. Mais dégel, ça veut dire invasion de métropolitains, comme tu l'as dit, pour submerger le peuple d'origine. Il y a deux façons dans une colonie de peuplement de faire avec le peuple d'origine. Soit, comme les Palestiniens l'ont subi en 48, être carrément expulsés, soit comme les Algériens l'ont subi au 19e siècle, être complètement massacrés, bien que les Kanaks aussi aient été massacrés au 19e, hein, ou soit effectivement le submerger avec l'arrivée d'autres populations. Et alors, le problème, c'est pas un problème simplement d'autochtonie. Vous avez raison de dire que vous êtes pour une union de tous les habitants. La question est quel rapport on a avec ce pays. C'est pas tellement d'où vous venez à la limite, c'est quel rapport. Est-ce que vous venez avec une attitude de colon ou est-ce que vous venez avec la volonté de construire, comme l'immigration l'a fait en France, etc. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'il y a eu des rapprochements qui ont été faits par des... Puis on parle de grands emplacements en France, on dit Oui, que c'est pareil. le problème, c'est pas qu'on soit de tel ou tel. C'est quelle est l'attitude avec laquelle on arrive dans un pays. Est-ce qu'on vient pour travailler, pour participer à un effort commun, ou est-ce qu'on vient avec des prérogatives, avec des privilèges, etc. Et les métropolitains qui arrivent, même si individuellement, ça peut être des gens sympathiques, la question n'est pas là. C'est que structurellement, ils sont dotés de privilèges que leur donne la métropole, et c'est ça qui va faire que progressivement, le mot dégel, le dégel, ça veut dire faire venir le plus possible de métropolitains pour que le jour où il y aura un vote, effectivement, la voix des Kanaks soit mise en minorité. C'est pour ça que c'est absolument terrible et c'est un peu ce à quoi je pensais lorsqu'il y a eu ces accords dans les années 80. Je me rappelle, il y avait plein d'espoir, hein, et le peuple kanak l'a durement payé. Je pense à Éloi Machero, à Djibaou et à bien d'autres, à la grotte d'Ouvéa, à tous ces martyrs. Et c'est terrible d'en arriver là aujourd'hui. On a l'impression qu'on a un gouvernement qui est complètement indifférent, qui est complètement autiste et qui ne veut pas comprendre que la voie de la violence n'est pas la bonne. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que ces milices que l'on voit parader, moi ça me fait penser, qui suis algérien, ça me fait penser automatiquement à l'OAS, en Algérie, hein, c'était vraiment cela, ces milices de pieds noirs qui sont là, qui paradent, et tu l'as dit tout à l'heure, ces armes d'où elles viennent. Ces armes d'où elles viennent et à quoi vont-elles servir? Je veux dire, Mais justement, ouais, pour Non, je t'en prie, vas-y. aller dans le sens de la question, c'est qu'il y a un chiffre qui est étonnant. Et tu vois que c'est pas la même situation qu'en France. On dit que c'est la France, mais pas vraiment. C'est qu'il y a une population de 270 000 habitants et qu'il y a plus de 100 000 armes en circulation, ce qu'il n'y a pas en France. Ah oui. Mais que, on en a parlé juste avant, mais apparemment, il y en a beaucoup, c'est des armes de chasse, parce qu'il y a une culture de la chasse, je sais pas, mais qu'il y a aussi des armes de guerre, c'est ça? Nous, on avait la connaissance des armes de chasse, mais les armes de guerre, on les a découvertes avec cette confrontation. Donc, ça a été la grande surprise. Et vraiment des armes de guerre, c'est-à-dire des... Ah oui, il y a des photos d'armes de guerre, d'armes des forces de l'ordre, J'ai pas vu les des photos, fusils automatiques, tout ça là. Ouais. Nous, comme Rock a dit, on chasse le gibier, on n'a jamais vu ça, nous. Hein. Ouais. Et comment ça se fait qu'il y a ces armes en circulation? Vous avez des explications? Vous avez des théories ou... Moi j'en ai facilement, on en a Je pense que vous facilement. avez la réponse. Il y a une extrême porosité, on va dire qu'il y a une extrême porosité entre certaines forces de l'ordre Voilà. et certaines populations. Pour pas dire c'est les mêmes. Est-ce que vous attendiez aussi à une telle réaction de la part... Comment les appeler moi j'aurais appelé ça les colons. Mais les caldoches... C'est pas les colons, Parce que tous les caldoches ne sont pas. Oui, c'est ça, tous les caldoches. Les caldoches ne sont pas colons. Non, par exemple dans le Nord et les gens qui vivent sont très bien ensemble. Hein. Il y en a qui sont là depuis très très longtemps et c'est surtout sur Nouméa où justement c'est des gens qui sont. Bon, on a des gens qui sont racistes. On a aussi des gens qui arrivent quoi. Et qui veulent imposer la France en Nouvelle-Calédonie. Et donc vous avez été surpris aussi de ce niveau de violence, ou ça fait des années que c'est comme ça de la part des colons? La violence, il est énorme. Là. Ah oui. Ça a été un pic en
Bon, des fois, on discute entre nous, on dit en France, il y a eu les gilets jaunes, les agriculteurs, la retraite et tout. Nous, en 24 heures, on a eu 3-4 morts déjà. Ouais. Ah ouais, ouais. Et là, on pense qu'il y aurait un peu plus de 15 à 20. Donc, Ah oui. on ne donne pas forcément les chiffres. Principalement Kanak, non? Oui, officiellement, c'est Kanak, 6, mais vous pensez que c'est Ah non, plus. c'est bien plus parce que les parents, on voit encore dans les réseaux les parents qui cherchent leurs enfants. Ah ouais. Donc, sur plusieurs jours. Et on apprend qu'au niveau de l'hôpital local, on cherche les familles pour venir Ah ouais. identifier certains corps. Donc voilà, c'est bien plus que ça. Donc il y a des On blessés essaie en plus, évidemment, des morts, des blessés, des... Des blessés, On a voilà, des détenus. Des donc détenus. ça atteint une telle violence que voilà. Il y a eu beaucoup de détenus, non? Il y a beaucoup, il y a plus de 200. Donc la prison 200, locale est déjà, ouais. déjà surpeuplée. Donc ils sont 600 sur une prison qui a 400 places. Là, il y en a 200 en plus qui arrivent. Qui sont peut-être pas encore jugés, mais voilà. Donc Mais- c'est telle répression ouais. énorme, quoi. Et là, il y a une certaine psychose, donc les gens sont obligés de se protéger dans les quartiers. Il y a quelques barrages qui ont été levés, mais ils sont obligés de se protéger parce qu'il y a une milice qui circule et qui tire. Ah oui, alors sur on a les donc jeunes, des milices qui circulent, mais ces milices, elles ne sont pas légales du coup. Elles sont illégales. Genre, En la tout cas, République. En tout Par cas, sur définition, BFM une et milice, tout, c'est ils pas font légal, pas- je pense. Comment? Par définition, une milice, c'est pas Mais légal. c'est ça. Non, parce qu'on dit les milices paradent, mais alors, je veux dire, c'est. Mais ça ne provoque pas de scandale parce que j'ai vu qu'il Alors- BFM avait, je sais plus Mais si oui. c'était BFM, ils avaient interviewé quelqu'un qui disait qu'ils avaient organisé des milices. Oui. Et la question du journaliste, ah bon, et comment vous faites sur WhatsApp? Genre, il n'y a pas de problème de parler Ah ouais, de milices non, mais- armées dans ces cas-là. Alors, dans l'Algérie coloniale, il y avait un système, c'était ce qu'on appelait les territoriaux, auxquels a fait partie d'ailleurs Enrico Macias. Hein. Ouais, mais tout à fait, à Constantine. C'était en fait les colons qui étaient organisés militairement, et comme il a fallu leur donner un statut officiel, on les a appelés les territoriaux. Hein, les brigades territoriales. Mais en fait, c'était des milices de colons donc qui étaient armés et qui effectivement ont fait le travail, notamment lors des massacres de Sétif-Guelma en 45. Mais c'est ça, donc on a des milices qui paradent comme ça, c'est incroyable quand même. Et qu'est-ce que vous pensez de la réaction du gouvernement français? La première réaction du gouvernement via celui qui était en charge du dossier, c'était le ministre de l'Intérieur. J'ai trouvé qu'elle était comme ce qu'il a fait depuis le début, pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par chercher des coupables. Donc, Ouais. pour lui, les coupables étaient tous désignés, c'était nous. Au lieu de calmer le jeu. Ouais. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire là. On a un discours qui consiste à arrêter d'invectiver les non-indépendantistes parce que pour nous, ils ont une grande part de responsabilité dans tout ça. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps dans les chaînes nationales, hein, des grandes chaînes, à dire c'est la faute des indépendantistes. Nous, on a décidé d'arrêter de faire ça. Le ministre de l'Intérieur est dans la même logique. Donc, ils sont donc là, ce qu'il va faire, c'est la répression. Il a envoyé l'armée. Mais ce qu'on va lui dire, c'est que l'issue à ce conflit, c'est une issue politique. C'est un conflit politique entre deux entités. Le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, qui est un mouvement de libération contre l'État colonial français. Donc, partant de ce postulat, comment dire ça? L'issue du conflit doit être politique et non, ce n'est pas des émeutes internes classiques comme on en a. C'est ça. C'est pas une question de maintien de l'ordre. Parce qu'on voudrait aboutir à ça. En fait, c'est juste un problème de maintien de l'ordre et puis c'est tout. Et puis de conditions sociales à améliorer. Mais je crois que c'est une question qui est politique fondamentalement qui est posée. C'est la place du peuple kanak chez lui, quoi. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que vous répondez? Alors, généralement, ce que vont dire les gens pour défendre le pouvoir colonial, c'est dire, vous avez eu 3 votes, vous avez perdu les 3 votes, il faut accepter la décision. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? C'est ignorer l'histoire du pays. Ça, c'est soit ignorer, soit faire semblant d'ignorer. Les votes, ça concerne un peuple. Et le peuple, il a ouvert son droit. Le peuple, il a signé un accord. Quelle est la valeur du dernier référendum sans la participation du peuple colonisé? Oui. Vous avez appelé au boycott, non? Dans la non-participation, je le rappelais la tout à l'heure. non-participation. Parce qu'il y avait la question du Covid et plus de 300 morts dans les communautés. Sur 110 000, ça fait beaucoup. Ouais. Et d'autant plus que principalement les morts sont sur Nouméa, à la grande ville.
Il faut rapatrier les corps dans les tribus, faire les cérémonies coutumières, etc. Et puis aussi qu'on ait le temps de faire campagne. Parce que juste avant la date du référendum, l'État avait fait circuler un document, l'impact du oui et l'impact du non. Ah, d'accord. Donc, du coup, quand on voit l'impact du oui et le non, c'était à charge contre le oui. Si vous êtes indépendant, vous allez devenir comme machin, etc. Ah oui. Vous avez besoin de la France, etc. Donc, on a vu la progression du oui sur les deux dans derniers. les Caraïbes. Les deux derniers référendums. Donc, il fallait qu'on fasse campagne pour aller chercher ceux qui sont les abstentionnistes, etc. Et surtout contrecarrer ce plan de décourager les gens de voter pour l'indépendance du pays. Donc, c'était nécessaire de faire campagne. Or là, l'État a imposé la date du référendum. Il suffisait juste de décaler d'un an. Comme il s'est fait auparavant, c'est 2018-2020, donc 2022. Donc, ils ont imposé le 12 décembre 2022. La mouvance indépendance a appelé à ne pas participer. Donc, pour nous, ça n'a pas de sens. Il n'est pas peut-être légal au niveau du droit français, mais c'est illégitime pour nous. Ne pas oublier non plus que la Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des pays à décoloniser. Tout à fait. Chez l'ONU, oui. À l'ONU, oui. À l'ONU. 86. Donc, du coup, la France est puissance administrante. Elle doit accompagner le processus de décolonisation et non pas de noyer la population concernée. On appelle ça la population coloniale, la population concernée, par l'arrivée des gens qui viennent de l'Hexagone. Ça, ce sont des résolutions des Nations Unies. On ne fait que le rappeler, mais ça n'a pas été respecté. Vas-y, Youssef, tu l'as. Oui, tu as raison de le dire. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, la République française reconnaît les individus, mais pas les collectivités et pas les peuples, c'est-à-dire en tant que tels. Et donc, la République française veut traiter les Kanaks de façon individuelle. Et je dis ça parce que le même problème s'est posé au moment de la Révolution française après, hein, par rapport au peuple d'origine. Et donc, les droits du peuple kanak en tant que tel n'existent pas réellement, en fait. On veut les traiter de façon individuelle. C'est-à-dire que officiellement, on l'avait dit selon les accords à l'époque, les accords de Matignon et autres, mais dans la réalité, on traite le peuple kanak comme si c'était une somme d'individus et non pas une somme, mais pas un peuple en tant que tel. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un peuple. Alors, on ramène des gens, et puis après on compte individuellement comme ça. Ah bah, il est en minorité. Mais si on considère les droits du peuple kanak, on n'a pas le droit de faire ça. Et tu as raison de le dire, la loi internationale interdit de modifier, de changer la nature, aussi bien même la nature physique, même d'un pays en tant que tel, au détriment de la population d'origine. Et or là, on voit bien ce qu'il fait, ce qui se passe avec surtout le nickel, la question du nickel dont on pourrait parler, parce que c'est un des grands enjeux quand même de la Kanaki. Hein. Mais voilà, c'est que les droits du peuple kanak en tant que tel ne sont pas pris en compte. Et dès le départ, alors donc la question n'est pas de savoir combien il y a de gens qui votent pour, c'est est-ce que les droits du peuple kanak sont garantis ou pas. Et bah justement, pour aller dans ce sens-là, vous parlez de situation coloniale, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les conditions de vie J'ai l'impression qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à ça, mais quelles sont les conditions de vie pour les Kanaks là-bas? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que la vie coûte cher? Est-ce qu'il y a une plus grosse pauvreté, je ne sais pas, chez les Kanaks par rapport aux colons? Comment ça se passe là-bas? Alors, en fait, il faut connaître, je pense, la géographie du pays. Ouais. Il y a Nouméa qui est la ville avec 3-4. Il y a le Grand Nouméa avec 3-4 communes. Donc il y a Nouméa, Païta, Dimbia, Mondor. Et puis on sort de là, il y a des villages et après des tribus. D'accord. Les Kanaks vivent principalement en tribus et vont dans la ville pour du travail, etc. Quoi. Donc, je parlais tout à l'heure des cérémonies coutumières, on le fait en général dans les tribus, on le fait aussi dans la ville. Mais bon, voilà. Donc, il y a aussi cette réalité-là, géographique aussi, du pays par rapport à la population kanak. Et la ville, tout le monde connaît quelque part l'appel de la lumière de la ville. Donc les richesses principalement circulent dans les villes et un petit peu aussi dans les villages, donc ça fait un appel aux gens de venir s'installer, etc. Donc il y a le niveau de vie, le pouvoir d'achat, donc l'accès au travail, l'accès à l'emploi, la promotion sociale, etc. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont marginalisés par rapport à tout ce... parce qu'ils vivent dans la ville. Et le réveil s'est passé au niveau de la ville. Donc, il y a un échec quelque part des accords vis-à-vis de cette jeunesse. Donc, eux, ils se sont réveillés de façon spontanée et tout ça, parce qu'ils connaissent aussi, ils connaissent ce qui se passe, parce qu'ils sont à côté de ces richesses-là. Ils savent que le pays, il est riche, mais ils n'en profitent pas. Je disais tout à l'heure que l'accord
dans la mise en œuvre de l'accord, c'était presque un copier-coller du système, au lieu de faire les choses à la façon un peu océanienne. Il y a un petit peu un copier-coller du système occidental, que ce soit l'enseignement ou, je sais pas, d'autres secteurs comme la culture, etc. Mais qui ne fait pas intégrer la jeunesse dans la société. Donc, du coup, ils vivent à côté des richesses, des magasins, des voitures, etc., mais ils n'en profitent pas. Donc, c'est vrai que la grande majorité des Kanaks ne sont pas aussi riches que les autres. Mais c'est pas qu'une question de ça, c'est aussi une question de société, de civilisation. Qu'est-ce que tu appelles océanienne, justement, précise? Océanienne, c'est la Nouvelle-Calédonie et dans l'Océanie. Ouais. Donc, il a une façon de vivre à la façon océanienne. Il y a aussi d'autres communautés qui vivent chez nous, qui viennent de l'Océanie, avec qui on partage aussi beaucoup de nos valeurs. Et beaucoup de gens qui arrivent ici, soit ils ne comprennent pas, soit ils ne cherchent pas non plus à connaître. Nous, on s'est intégrés dans la société française de quelques générations. On parle bien le français, etc. Et on apprend aussi. Mais beaucoup de nos jeunes de l'Océanie ont encore cette difficulté-là. Pas de question de s'intégration, mais parce qu'ils ont une autre vision du monde. Et on aurait pu, au travers de nos institutions, faire calquer qu'on appelle ça, je parle de l'école des machins, avec nos réalités pays. Oui, vous voulez dire qu'il y aurait pu avoir un échange, que de votre côté, il y a eu une adaptation, mais que de l'autre côté, il n'y a pas ça du tout, il n'y a pas du tout cette volonté d'adopter... Avec des si, bon voilà, maintenant, le résultante, c'est l'expression de la jeunesse. Donc, le système qui a été mis en place n'a pas vraiment fonctionné, quoi. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Ah, mais en fait, vous êtes dans des logiques identitaires, un peu comme l'extrême droite, vous voulez virer les étrangers, Qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est souvent l'opposition qu'on nous fait. On me dit « Ah, mais quand c'est les fachos en France, là, c'est un problème, qui disent qu'il faut virer les Noirs et les Arabes, mais les Kanaks, eux, ils ont le droit. » On compare des choses complètement incomparables, parce que nous, on est un territoire, une colonie de peuplement. On n'est pas un État indépendant. La France est un État indépendant, n'a jamais été colonisé. Donc, ceux qui arrivent, il n'y a pas le risque de changer le modèle, la culture, l'identité française. Alors que nous, qui ne sommes pas un État indépendant, qui sommes une population minorité chez nous, lorsqu'on voit des métropolitains qui arrivent, qui s'installent dans les beaux quartiers de Nouméa Sud, qui pour beaucoup ne savent même pas ce qui se passe au-delà de Nouméa, ils ne s'intègrent pas. Ils ne s'intègrent pas à notre pays. Notre société, elle est pas raciste, c'est tout l'inverse. Si vous voulez, les gens, les Kanaks, quand on avait des gens qui venaient de l'extérieur, ils les intégraient dans les tribus. Même des Blancs, hein. Si vous voulez, avant la prise de possession, il y avait des santaliers qui venaient pour chercher du santal. Le santal était une activité économique très importante. Voilà. Et on a des gens qui sont restés dans les tribus, des Blancs. Par exemple, il y a des gens, ils connaissent bien, c'est les fous, des Forest, des Streeter, c'est des noms de Blancs, mais vous les regardez, c'est des Kanaks. Et ils ont de la terre, ils ont un rôle coutumier, ils ont des statuts. C'est pour dire que quand c'est dans ce sens, quand les gens s'intègrent à notre culture, à notre identité, à notre coutume, il n'y a pas de problème. Par contre, ceux qui viennent et qui imposent leur modèle, là, on ne peut pas parce que c'est la perte de notre identité. Je dis ça parce que c'est Eugénie Bastier, non, dans le Figaro, qui s'est risqué à des comparaisons complètement stupides, justement, en disant, alors quand c'est nous qui parlons en France, hein, tu le disais tout à l'heure, hein, de grands remplacements, tout le monde proteste, etc. Mais quand c'est en Kanaki, alors donc vous défendez, etc. Je dis, les Kanaks, comme d'autres peuples, parce que les Palestiniens, c'est pareil aussi, sont les seuls peuples qui proposent à leurs anciens colons d'intégrer leur communauté nationale. Alors en France, on n'arrive même pas à intégrer des populations immigrées qui sont venues pour travailler, qui sont venues pour construire ce pays, qui ont même défendu les armes à la main pendant la Seconde Guerre mondiale, ce pays. Et à l'ose faire ce genre de parallèle, c'est absolument scandaleux. Je veux dire, c'est absolument scandaleux. Non, je crois que c'est ça, vous l'avez dit. Et alors, au niveau des populations qui viennent, tu dis océaniennes, pardon. Donc, il y a les Mélanésiens, il y a les...
Le Pacifique a été découpé. Hein, C'est important On de- n'accepte pas toujours le découpage, peut-être un peu raciste d'ailleurs. Il y a les Mélanésiens, Oui, donc les îles Noires, ouais. il y a cinq pays, j'allais dire. Hein. Fidji, Papouasie, Salomon, Vanuatu et nous. Il y a les Micronésiens, donc petites îles, et il y a les Polynésiens. C'est ça. Donc, ça, c'est un peu un découpage. Polynésien, À côté, qui est aussi en partie occupé par la France, Tahiti. Hein. Il oui, est voilà. intervenu. Ouais. Oui, notre député Thémata qui nous a bien défendu. Ouais. Il y a les gros pays à côté, il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est un peu C'est ça. c'est un peu le continent de l'Océanie. C'est pour ça que je parle de l'Océanie. Il y a aussi quand même une vraie culture océanienne, quoi. À préserver Alors et à justement, faire évoluer. par rapport à l'Australie, parce qu'en Australie, je suppose que, je me souviens qu'à l'époque, on disait aux Kanaks, en fait, vous allez vous faire dominer par l'Australie. Dans les Caraïbes, Martinique, Guadeloupe, on dit en fait, vous allez vous faire dominer par les États-Unis. Bah là, maintenant, Ah, c'est aussi là, c'est aussi la Chine hein, qui Alors la souvent. Chine aussi, oui. Qu'on nous dit, Alors, si la qu'est-ce France part, ça sera la Chine. Qu'est-ce que vous répondez à cela? On répond que c'est compliqué avec la France, parce que j'ai l'impression que c'est du tout ou rien. Nous, on dit que on veut avoir une autre pleine souveraineté, mais avec des relations avec la France. C'est Oui. ce qu'on dit. On veut C'est pas ça. couper le cordon, enfin, pas le cordon ombilical, parce que c'est pas nos parents. Au Des contraire. liens. On veut couper le cordon, mais on garde des contacts. Non, on veut partir de la maison, quoi. On C'est ça. veut s'émanciper, on veut être adulte. Et on n'ignore pas que on est dans un pays où il y a la moitié de la population qui est d'origine européenne ou qui est attachée à la France. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut avoir la souveraineté avec des liens avec la France parce que dans le projet de société que l'on défend, on dit que la nation qui sera la nôtre sera une nation pluriculturelle, donc déjà avec tout le monde. Ça, c'est pour répondre à ceux qui nous accusent d'être racistes. Laïque et démocratique. Donc forcément, les pays avec qui on veut avoir des relations, parce que un petit État comme le nôtre, c'est compliqué de vivre, comment dire ça, aucun État dans le monde ne vit en autarcie, on a tous des interdépendances. Ce qu'on dit, c'est que on privilégiera les États démocratiques. Et c'est pour ça qu'on veut garder des liens avec la France. Mais la différence, c'est qu'on ne veut plus être... on veut parler d'égal à égal, Et État à État. Et plus de dominant à dominé. J'allais dire que le discours raciste n'a presque pas de sens si ce n'est accuser l'autre de éteindre la parole de l'autre, parce que maintenant on a des enfants qui sont métis ou des liens de parenté, etc. On ne peut pas virer une partie de nous-mêmes des fois. Hein. C'est un combat de dignité d'un peuple. Après, les gens ils disent qui est kanak, qui n'est pas kanak. À la limite, voilà, ça devient qu'on appelle ça, j'allais dire pinailler, quoi. Pinailler un peu sur les termes, mais la véritable problématique, c'est une question décoloniale et de dignité d'un peuple. C'est pas une question de race. On ne se bat pas pour défendre une race. On défend pour défendre un peuple et sa dignité de vivre librement dans son propre pays, de construire un autre modèle. Et ce peuple-là a déjà ouvert son droit aux autres peuples qui étaient là, d'autres communautés qui étaient là. Donc ils construisent ensemble. Et Jean-Marie Tchiboy disait notre culture, il est devant nous. Donc on avance. Il faut qu'on avance. On ne défait pas En quelque construisant chose qui est une ancien. culture, En construisant petit à petit tous ensemble, entre nous. Et je reviens sur le rôle de l'État en tant que territoire non autonome à décoloniser. Il doit accompagner ce processus. Et je rappelais encore un autre point qui est prévu dans l'accord de Nouméa. S'ils avaient... ils valident le troisième nom, chose qu'on trouve illégitime. Dans l'accord de Nouméa, c'est dit les trois parties se retrouvent pour discuter la situation ainsi créée. Là, il y a un passage en force. Les trois parties, c'est-à-dire précis. Les indépendantistes, les non-indépendantistes, c'est l'État, avec son rôle, normalement, d'accompagnateur, d'arbitre, etc. Les non-indépendantistes, c'est en fait... Là, il est parti en force. Il est parti en force. Alors, pour rappeler encore une petite chose, parce qu'en fait, on a l'habitude maintenant qu'on a fait plusieurs médias, donc on essaie de voir un peu maintenant les idées, etc. C'est qu'il y a deux éléments qui font front vis-à-vis de nous. C'est la question du racisme et c'est la question de la démocratie. Parce qu'on est en train de toucher au corps électoral, mais on oublie la question coloniale. Oui. Et on oublie souvent la question coloniale et de décolonisation et du rôle de la France là-dedans. Maintenant, on cherche des coupables, mais ce qui se passe aujourd'hui, si on ne résout pas cette problématique de colonisation de ce pays,
le problème va se reproduire Bien sûr. tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le Bien temps, sûr. tout le temps. Donc, et c'est pas quelque chose qu'on demande l'exclusion, etc. L'exclusion de personnes. C'est de pouvoir, je le répète encore une fois, mais on peut avoir un nouveau lien avec la France, un nouveau lien avec la France, mais de pays à pays, etc. Donc, il y a des richesses qui peuvent être partagées. C'est ça que je Pour c'est là que je voulais en l'instant, c'est venir. une aspiration des richesses. C'est ça. Alors, justement, pour les richesses, enfin, c'est quoi l'intérêt de la France Oui, j'allais dire. en rester. Kanaki? Alors, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts stratégiques, militaires. Parce qu'à les Est-ce qu'on écouter, pourrait- ils vous ont tout apporté. C'est ça. Ça leur coûte cher. C'est Comme vraiment- d'habitude, la France vous aime tellement qu'elle ne veut pas vous lâcher. Ok, oui. Donc on se demande, mais pourquoi vous restez alors s'ils veulent pas C'est le général de Gaulle qui dit ça. Hein. La France n'a pas d'amis, elle a que des intérêts. Donc je crois que la réponse, elle est là-dedans. Alors, quels sont les intérêts de la France Je sais pas. Faut-être demander aux Français, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Enfin, pas aux Français, hein, au gouvernement français. Alors, on a le nickel, évidemment. Oui, le nickel, peut-être un peu moins aujourd'hui parce que aujourd'hui il y a beaucoup de nickel partout, mais là où on a, comment dire ça, les choses ont changé, c'est avec l'émergence de la Chine et des pays asiatiques. Oui, il y a une présence. Voilà. Si vous voulez, où se joue la domination du monde aujourd'hui, c'est dans Le Pacifique. dans la zone Pacifique. Ouais. C'est ça. Et la Plan France, stratégique, ouais. voilà. Ouais. C'est géopolitique. La France Ouais, ouais. a des ambitions géopolitiques majeures. Elle veut continuer à exister parmi les grands de ce monde. C'est ça. Et la Nouvelle-Calédonie a une position stratégique très importante pour, comment dire ça, pour les ambitions de la France avec la Polynésie française. Donc, grâce à ces deux territoires, la France arrive à être la deuxième puissance maritime Tout à fait, c'est la deuxième puissance maritime. mondiale, grâce à ces deux territoires. Donc, Ouais. pour nous, aujourd'hui, l'intérêt de la France, il est géopolitique. Hein. La France est une puissance déclinante au niveau économique, au niveau politique, parmi les grands de ce monde. Elle veut continuer à exister. Et donc, elle a besoin de cette position C'est ça. pour exister parmi les grands. Non, mais il y a des trucs tout simples. C'est que militairement, elle a au moins un relais, une présence possible avec des bases qui pourraient être en Calédonie. Surtout quand on voit les montées en tension avec la Chine, on voit que vraiment les enjeux, et notamment les Américains, tout ce qui est Ukraine et tout, c'est pas vraiment ce qui les intéresse en premier lieu. C'est vraiment tout le côté pacifique. Et donc, on parle de la Chine. Et il y a aussi un truc que je ne comprends pas, c'est l'Azerbaïdjan. Vous savez pourquoi on vous parle de l'Azerbaïdjan et que vous seriez financé par l'Azerbaïdjan ou... Oui, il y a une explication. Ouais. L'Arménie, la France ayant pris position contre le coup de force de l'Azerbaïdjan en Arménie, il y a eu des décisions au niveau du Parlement français en ce sens. La France avait déjà reconnu une loi de reconnaissance du génocide arménien. Donc la France essaye aussi d'instrumentaliser la question arménienne. C'est un fait. Hein. Bon, à mon avis, c'est comme d'habitude, au détriment même du peuple arménien en tant que tel. C'est bien de reconnaître le génocide, mais on voit bien qu'il y avait une instrumentalisation. Hein. Et donc du coup, l'Azerbaïdjan, en tout cas, c'est l'accusation qui est portée, hein, eh bien, aurait tendance à vous encourager, je ne sais pas si vous le savez. Vous avez besoin de ça. mais vous êtes devenus des Azerbaïdjanais, comment d'honneur. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan, on suspecte l'Azerbaïdjan d'être, vous allez voir, demain c'est évident, ils vont trouver une filière azerbaïdjanaise comme au Kanaki, mais ce serait l'Azerbaïdjan qui serait derrière pour rendre la monnaie de sa pièce à la France par rapport à l'Arménie. Vous voyez? Bon, mais c'est toujours comme ça a toujours été Non, comme mais- ça, ce délire. On a rien reçu de l'Azerbaïdjan. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, il y a eu des relations Il y qui a ont du été pétrole, créées. l'Azerbaïdjan, ils ont beaucoup d'argent. Hein. Ouais. Bah oui. En plus, je crois que c'est Total ou Oui. Shell qui est en Azerbaïdjan. Donc, Bah oui. non, il y a eu des relations qui ont été créées dans le cadre des Nations Unies. Bah oui. Il y a quelques années, l'Azerbaïdjan était à la présidence du mouvement des non-alignés. Dans le FLNKS est observateur, le Front de Libération Nationale Ouais. Kanak socialiste. Alors, dans ce cadre-là, les relations ont été tissées et il y a eu des échanges, mais ce sont des échanges dans le cadre des Nations Unies. De toute façon, quand c'est pas l'Australie, c'est l'Azerbaïdjan. Quand Voilà. c'est pas l'Azerbaïdjan, Non, mais c'est c'était pareil les avec, Martiens. Et quand c'est pas les Martiens, c'est les Vénusiens. Et... Ouais. Non, mais ils ont les possibilités de vérifier. Donc, pourquoi dire ça Je ne sais pas. C'est toujours la théorie de l'ennemi extérieur. Mais c'est pareil, ils avaient fait pareil avec le Mali, le Burkina Faso, Bah oui. ils avaient accusé la Russie. Comme Bah, si la en fait Russie. les Burkinabés et les Maliens
n'aurait eu aucune raison de se révolter s'il n'y avait pas eu. Alors on peut sûrement que les Russes ont profité peut-être à certains niveaux, comme la France profite. Mais bien sur, évidemment, comme la France a. traditions. Mais bien sûr. Je veux dire, de là à penser que c'est la Russie qui a tout fomenté ou l'Azerbaïdjan. De l'eau? Vous voulez de l'eau? S'il y a de l'eau, un verre d'eau. Encore plus grave, c'est que donc, en disant que l'Azerbaïdjan est derrière tout ça, on infantilise le peuple kanak et les indépendantistes. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais été indépendantiste, mais depuis la prise de possession, nous sommes indépendantistes, nous voulons retrouver notre souveraineté. Donc ce discours paternaliste, colonial, il devient de plus en plus insupportable. Et on peut plus construire avec des gens comme ça qui ne nous considèrent pas, qui ne nous respectent pas et qui pensent qu'on est incapable de penser par nous-mêmes. Et moi, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais comment vous expliquez alors l'interdiction de TikTok, par exemple, l'une des 2 grandes mesures qui a été prise la semaine dernière, parce que c'est chinois, ça a été envoyer de l'armée et interdire TikTok. D'ailleurs, un petit point au passage, c'est le premier pays démocratique au monde à interdire un réseau social, la France. Est-ce que vous avez une explication sur ça ou c'est les Chinois. Parce que on a beaucoup de vidéos de milices et on a beaucoup d'images qui sont contraires aux informations officielles qui sont délivrées déjà par le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie et par le ministère de l'Intérieur. Mais comme vous dites, c'est quand même assez grave de supprimer une liberté aussi fondamentale que la liberté d'expression, la liberté de communication. Donc l'état de droit de la France, on n'y croit plus trop là. Ils vont bientôt interdire Facebook et Twitter, voilà. Est-ce qu'on a je me demandais par exemple sur les colons, ceux qui viennent habiter en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on a le profil sociologique? C'est plutôt quoi? C'est plutôt classe supérieure, classe moyenne? Est-ce qu'ils sont plus riches que la population qui est en Kanak? Parce que je pense que c'est aussi l'une des différences majeures avec la France, c'est-à-dire que ils essayent de faire une comparaison entre les immigrés et les colons, sauf que les immigrés qui arrivent en France, dans 90% des cas, c'est des gens qui sont dans des situations économiques difficiles, qui viennent occuper les plus basses strates de la société. Je pense pas que ce soit le cas c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Ceux qui arrivent occupent sont dans des fonctions de cadre, sont des classes supérieures. C'est ce qu'expliquait Roch tout à l'heure. On a une ville de Nouméa où on a les quartiers nord. On a tous les gens défavorisés qui vivent dans les logements sociaux, qui sont entassés, qui n'ont pas des conditions favorables pour réussir dans l'enseignement. À côté de ça, on a les quartiers sud, où on a des gens qui arrivent de métropole, qui vivent au bord de la mer, dans des beaux logements. Donc on a toutes ces inégalités les unes à côté des autres. Et pour les jeunes Kanaks, le coupable, c'est qui? C'est le colonialisme. C'est le colonialisme qui fait venir ces gens et qui exacerbe les inégalités. Oui, parce que c'est quoi l'avenir d'un jeune Kanak au plan social, je veux dire, au niveau des activités professionnelles? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi son avenir en général? Dans quel secteur d'activité il peut espérer trouver du travail ou... Alors, souvent les jeunes, quand ils viennent se former ici, parce qu'en fait, il y a une université à Nouméa, etc., mais c'est toujours, on va dire, c'est toujours enfin, sur le CV, c'est bien des fois de sortir du pays et de venir en métropole sur la France. Ça, c'est le cas de tous les territoires d'outre-mer où il y en a beaucoup qui viennent en France pour se former. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas du boulot en retournant. C'est ça. En revenant au pays, ils ne trouvent pas du boulot. Maintenant, je n'ai pas vraiment les statistiques au niveau de l'université de Nouméa, si les jeunes qui sont là-bas trouvent facilement du travail. Mais au niveau de l'emploi, enfin, taux d'employabilité des Kanaks qui sont en dessous des autres. Ouais. Les statistiques existent. Il y a un chômage important, je suppose. Il y a un chômage beaucoup plus important, etc. Mais c'est vrai que quand un jeune Kanak trouve du travail, déjà, c'est vrai que c'est quelque part, des fois, c'est un exploit. Hein. Ouais. Et puis, il n'est pas souvent à la hauteur de son diplôme, quoi. Donc, il est obligé d'accepter ce qui lui arrive, quoi. Ou alors d'intégrer les provinces indépendantistes, où on a la possibilité de s'approcher plus facilement des postes. Sur Nouméa, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, dans le projet, je crois qu'il y avait l'idée de diviser le territoire en plusieurs régions. Non, j'avais cru avoir ça, non? Le projet pour... Dans un des projets initiaux de règlement des accords Matignon, il n'y avait pas...
Ah oui, dans les accords de maintien. Oui, oui, on a le. Et ça, c'était pas une façon de diviser aussi le pays, non? Si, c'est ça. C'est ça, hein. Oui, c'était une manière de. De pour les Kanaks. segmenter, de saucissonner, comme on dit. Ouais, aussi pour les Kanaks d'être aux affaires, de pouvoir gérer les collectivités, parce Ouais. que tout était géré au niveau avec comment dire ça, le conseil de gouvernement. Donc Oui, par d'accord, l'État. complètement centralisé. Oui. Voilà, et donc il y a eu la création de ces provinces, justement pour permettre aux Kanaks de gérer ces deux provinces, il y a la province nord et la province des îles Loyauté. La province sud étant gérée par les non-indépendantistes. Donc ça faisait partie des premiers accords pour le rééquilibrage, notamment dans l'exercice du pouvoir, après rééquilibrage aussi au niveau des populations, donc permettre aux Kanaks via des formations, via la discrimination positive, si vous voulez. On a créé des bourses pour former des Kanaks pour qu'ils accèdent à des postes de cadre. Donc, c'était l'objet des accords de Matignon qui ont ramené la paix. D'accord. Moi, j'avais une dernière question. Alors, je ne sais pas si toi, après, tu en auras d'autres, mais moi, c'était pour terminer l'entretien. Je me disais, pour vous, comment sortir de cette crise? Ça serait quoi les solutions? Et est-ce que pour vous, il y aurait des solutions sur le long terme? Par exemple, j'ai vu le RN, un élu RN qui proposait de faire un vote dans 40 ans. Voilà. Donc, la sortie de crise, et qu'est-ce qu'il faudrait sur le plus ou moins long terme comme solution? Et la proposition dans 40 ans, vous en pensez quoi? Moi, j'ai vraiment entendu de Inch'Allah, un jour, on verra. Voilà. En fait, je vais encore me répéter. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est d'accéder à sa pleine souveraineté, d'être indépendant. C'est pas dans 40 ans. Les propositions du gouvernement français à l'époque, c'était proposer 2 générations. 2 générations, c'est dans 50 ans. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc on est dans la Nouvelle-Calédonie. Et sur la liste des pays, il y a des colonisés. Donc il est bien accroché dessus. Il va bien falloir à un moment donné régler cette question coloniale. Nous, quand on est venu ici, c'est vrai qu'on parle d'un petit accord et un grand accord. Le petit accord, ça serait le dégel des corps électoraux. Et Romuald l'a précisé tout à l'heure, c'est que c'est un problème entre Calédoniens. Donc l'État doit garder son rôle impartial. Donc c'est une discussion entre nous. Et quand on est venu avant le vote au niveau du Congrès, c'est de dire retirez le texte et laissez-nous discuter entre nous, discuter sur la question, on va dire la question d'un accord global, mais ensemble, tous les éléments ensemble. Donc maintenant, la solution, on est dans une situation de crise politique, sociale et tout. Pour l'instant, le gouvernement, il y a eu un conseil de sécurité ce matin, on n'a pas eu le retour. Il y a des lignes qui ont bougé, donc par rapport au vote au niveau de l'Assemblée nationale, on voit mais on n'a pas de signe politique encore jusqu'à maintenant. D'accord. Les discussions qui vont se faire, c'est avec nos aînés qui sont au pays. Nous, notre mission, c'était de venir informer, avertir du résultat du vote qui a déjà eu lieu. Et maintenant, on est dans une situation complètement catastrophique. Et vous avez des liens avec les autres colonies françaises, enfin les Caraïbes, etc. Tout cela, il y a... Oui, on a des liens avec les mouvements indépendantistes des Outre-mer. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont défendus à l'Assemblée nationale, notamment le député Jean-Victor Castor et guyanais du MDES et le député Tematai Le Gaïk du Tavini. Donc on a des relations, on a les mêmes combats et c'est pour ça que c'est eux qui ont porté notre voix à l'Assemblée nationale parce que les 2 autres députés sont des députés non indépendantistes. Le découpage des circonscriptions en Nouvelle-Calédonie fait que on a toujours 2 députés non indépendantistes. Mais il y en a un qui passe beaucoup dans les médias, je ne sais plus comment il s'appelle, un député... Du Noyer? Oui, je crois. Oui, c'est ça, qui a l'air un peu... Oui, l'Afrikaners, Mesnorf. Il a vraiment des origines afrikaners? Non, mais il a la mentalité. D'accord. Voilà. D'accord. Non, oui, c'est Nicolas Mesnorf. Mais non, moi, c'est le style avec son chapeau. Sur ses... Mais oui, il a... Et lui, qu'est-ce qu'il fait il est beaucoup invité. Il est député. Il est député et c'est vraiment la figure qu'on voit le plus dans les médias, quoi, pour... Oui, alors, je crois qu'il a perdu les pédales. Il est en train de nous accuser d'être raciste, que les Kanaks veulent virer tous les Blancs, les Wallisiens. Je crois qu'il
il a participé à créer cette situation qui est catastrophique et il ne sait plus quoi faire. Donc, il a un discours complètement irresponsable, sans logique et très loin de la vérité. Je vous ai expliqué, les Kanaks sont tous sauf racistes. Là, il est déjà en Nouvelle-Calédonie, là. Il est retourné en Nouvelle... Oui, les vols sont fermés jusqu'au 23. Et, bon, il y a déjà des journalistes là-bas, et lui. Donc... Et vous êtes beaucoup sollicité en ce moment sur les médias. Ça se passe comment pour terminer, c'est sur BFM et tout. Et comment ça se passe là-bas? Est-ce que c'est compliqué à défendre le cas de la Kanaki? J'imagine qu'en 20 minutes pour tout présenter la problématique. Oui, on est. Moi, j'ai BFM qui m'appelle toute la journée, qui m'envoie des messages. Donc hier, j'y étais. J'étais seul contre 5 orateurs d'avis contraires, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est comme ça. On sait que le combat, il est inégal, mais non, on continue à se battre. Mais oui, on est sollicité par toutes les chaînes. Mais le problème avec ces chaînes-là, c'est que on va pas souvent dans le fond des choses. Parce qu'ils ne prennent pas le temps. On a 5 minutes pour réagir sur un sujet. Là, on réagit sur le sujet sécuritaire. Donc, voilà, c'est assez compliqué. Ou le coût des émeutes, quoi. Ils insistent aussi beaucoup sur ça, sur dire que ça va coûter très cher à tout le monde. C'est ça. Et donc, on a toutes les images des jeunes Kanaks avec les drapeaux et tout ça. Pas grand-chose sur les milices, hein. Pourtant, il y a des vidéos qui tournent. C'est souvent compliqué parce que soit on y va, soit on n'y va pas. Et en même temps, c'est eux qui occupent les médias. Donc, il faut bien à un moment donné qu'il y ait un autre son de cloche. Tout en sachant que beaucoup de nos camarades là, sont assignés à résidence. Ah, d'accord. En face, on ne sait pas s'il y en a un qui est assigné à résidence ou pas. Je crois que nous, on a une dizaine ou 15 de nos camarades sont assignés à résidence. Donc, assignés à résidence, où ça? Là-bas, au pays. Là-bas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Hein, de chez eux, ouais. Et puis ils doivent pointer, je crois, 2-3 fois dans la Justement, journée. au niveau des documents de voyage que vous avez donc un passeport français, européen. C'est ça, hein, maintenant. Parce que je me souviens que dans les années 80, il y avait encore des dispositions spéciales qui existaient pour le déplacement à l'époque des Kanaks. Oui, c'est vrai que vous avez un passeport européen. Oui. Bah, maintenant. Oui. Et est-ce que vous êtes étonné par le... je ne veux pas dire étonné. Est-ce que vous êtes... comment vous jugez le soutien des organisations de gauche? Est-ce que là, on parle des députés, mais au niveau des organisations de gauche, que ce soit celles social-démocrates ou celles un peu plus révolutionnaires, est-ce que vous avez du soutien ou vous êtes un peu seul? Du soutien, hein. Ouais, du soutien. Là, on venait d'une réunion de notre réseau de solidarité, enfin Solidarité Kanaki, qui est ici, en France. Il y a un réseau. Donc, ça s'est pas mal élargi. Hein, il y a du changement positif, vous trouvez? Pour nous, déjà, d'avoir un réseau, c'est déjà pas mal, déjà. Ouais. Et puis, on est on appelle ça, assez content de ce réseau de solidarité assez large, déjà. Et puis, c'est en même temps pour s'appuyer, échanger, discuter et sortir de ce cadre raciste là, et xénophobe qu'on veut bien nous faire prêter sur la question. Et aussi beaucoup on va dire, d'éléments de langage, de discussion. Donc, c'est ça qui est très important. Après, on sait qu'à l'intérieur, chaque structure a sa logique. Donc, on va dire... on ne rentre pas dans les discussions qu'a les uns et les autres quoi, sur les sujets. Quoi. Ouais. Mais en tout cas, il y a un réseau qui s'est élargi. Bon, il y avait, le camarade était présent sur la mobilisation sur la Palestine. Donc, du coup, à chaque fois, on rencontre des gens. Et puis, le réseau s'élargit. Dans d'autres régions de la France aussi. Donc, il y a des camarades qui se lèvent et puis qui se mobilisent. Dans tout l'outre-mer aussi. Donc, on reçoit des messages un petit peu de partout, y compris hors du giron de la francophonie, entre guillemets. Qu'est-ce que vous auriez à dire au peuple français? La question qu'on vous prend d'habitude, qu'on vous pose d'habitude à la fin. Aux gens qui ne comprennent pas trop. Et comment vous soutenir aussi? Ouais, comment vous soutenir? Nous, on a demandé au... Enfin, au peuple français, au peuple de ce pays. Hein. Ils ne sont pas forcément français. Non, on a demandé au président de la République de retirer ce projet de loi constitutionnelle pour qu'on puisse déjà ramener le calme et ensuite trouver une solution. Nous, on demande
au peuple français de nous aider. Le gouvernement a peut-être des ambitions impérialistes, mais nous, on ne croit pas que ce soit les ambitions du peuple. Je pense que le peuple a juste besoin de vivre en paix. Donc, on demande au peuple de nous soutenir, d'exhorter ses responsables, le président de la République, à revenir à une situation apaisée. Et la première chose à faire, c'est de lui dire de retirer ce projet de loi constitutionnelle pour qu'on puisse avancer. Voilà ma demande solennelle au peuple français. Vous savez, Jean-Marie Tjibaou, il avait dit à Michel Rocard en 1988, lors de la constitution des accords de Matignon, il avait dit à Michel Rocard, je n'ai pas confiance au gouvernement, je n'ai pas confiance au gouvernement, mais j'ai confiance en vous, monsieur le Premier ministre, et au peuple français. Aujourd'hui, on n'a plus confiance au gouvernement, on n'a plus confiance au président, mais on a toujours confiance au peuple français. Donc, on demande au peuple français de nous aider. Donc, simplement pour juste, Romuald a bien précisé les choses, c'est de relayer notre demande, justement, parce que l'État a pris en main quelque chose il fallait qu'on discute entre nous. Et peut-être aussi donner un signal fort au gouvernement actuel par rapport aux prochaines élections, je ne sais pas quand, au mois de juin. Donc, pas des enjeux nationaux, mais de faire connaître aussi la situation en Kanaki. Merci. Eh ben, écoutez, on va finir sur ça. Tipeee et... Ouais, je vais le dire après, après le truc. Merci, j'ai oublié. Merci Romuald Pidgeot et merci Roch Aokas. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Est-ce qu'il y a des moyens de vous suivre ou pas? Est-ce qu'il y a des réseaux? Comment on peut faire pour avoir les infos C'est Solidarité Kanaki, ici. D'accord. De toute façon, je pense qu'on mettra aussi les liens et tout. Oui. Tu as un dernier point ou... Non, je pense que on a la page Facebook du FNKS officielle. On vous transmettra les... Alors justement, d'accord, un dernier point. Je le mettrai sur la... Alors là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut, dans le chat, le chercher et le mettre... il va le faire Yazid, et on le mettra aussi sur le replay de YouTube. Et pour terminer, ton dernier mot. Le FNKS et l'Union calédonienne est membre de FNKS alors. Oui, c'est ça, pour que les gens comprennent. On a le FNKS qui est le front global, et dedans, on a entre autres l'Union calédonienne. On a tous les partis politiques. Ouais, c'est ça. Et aussi les syndicats, par exemple. Les syndicats, les STKE. Voilà, donc c'est la fédération de tous les partis indépendantistes. D'accord. Voilà. Ça ressemble beaucoup à l'ANC. Ce qui se passait aussi en Afrique du Sud, il y avait aussi un front comme ça, où il y avait l'ANC et autres. Ouais. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci. C'était super, et on va passer, je pense, à la